Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1 dans un instant. André Lezecroc-Pietri, bonjour André. Bonjour Dimitri. Vous nous parlerez du drame d'Atos, un fleuron de la tech française en perdition actuellement. Mais d'abord, Vincent Hervouet pour l'International. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En Ukraine, la chute annoncée de Sievierodonetsk. Les forces ukrainiennes se sont repliées du centre-ville qu'elles sont en train d'abandonner aux Russes. C'est un tournant dans la guerre, pensez-vous ? Oui Dimitri, parce que la bataille dure depuis des semaines, parce que c'est la seule grande ville sur la ligne de front continue qui s'étire sur 900 km, parce que c'est la capitale de Lugansk, un verrou. À sa chute, la route de Kramatorsk, capitale de la région du Donetsk, sera ouverte, et avec elle, le contrôle de tout le bassin du Donbass. C'est bien parce que la bataille est décisive qu'un tiers de l'armée ukrainienne est engagé dans ces combats. Hier, l'état-major n'a pas cherché à dissimuler le revers. Un communiqué sans fioriture a expliqué que les unités d'assaut russes avaient réussi à chasser les soldats ukrainiens du centre-ville, mais que les combats de rue continuaient. Ce sont des combats dos au mur. Il n'y a plus de pont pour allier la ville jumelle de Lysychansk pour échapper à la tenaille russe. Il y en avait 3, ils ont sauté. Ça veut dire que les divisions ukrainiennes sont piégées, elles sont bloquées dans la poche de Severodonetsk, comme la division Azov a été bloquée dans l'usine métallurgique de Mariupol, avec la même détermination à se battre jusqu'au bout et à terme la même alternative, se rendre ou mourir. Alors cela dit, les Russes dans cette bataille n'ont conquis que des ruines. C'est la politique de la terre brûlée version ukrainienne. Les soldats font une guerre de partisans qui s'enterrent et défendent leur position. Pour les déloger, les Russes doivent mobiliser des troupes nombreuses et pendant longtemps, c'est le but recherché. Les défenseurs se battent et meurent pour faire perdre son temps à l'assaillant. Il fixe l'ennemi qui est entravé dans sa conquête. En prime, les images du calvaire que subissent les civils qui sont pris au piège des bombardements permettent à Kiev de dénoncer les crimes de guerre commis par le Kremlin. Cette victoire morale s'accompagne d'une sorte d'exaltation héroïque qui maintient la combativité et l'unité de la nation. Ce n'est pas un détail parce que le ministère britannique de la Défense a confirmé la semaine dernière que de nombreuses désertions côté ukrainien avaient lieu. La guerre d'usure use même les meilleurs. Évidemment, on connaît la fin de l'histoire. À Severodonetsk comme à Mariupol, les Russes grignotent le terrain. La ville est à moitié rasée par le déluge d'obus qui assomme et qui désespère les assiégés. La ville tombe en ruine avant de tomber tout court aux mains des assaillants. Bon, c'est un sacrifice cher payé tout de même. Pour la toute première fois, Kiev a évoqué hier les pertes humaines, 50 à 100 morts par jour dans le Donbass et 150 à 200 morts pour l'ensemble du front. Multiplier le chiffre par 5, c'est le ratio habituel, pour avoir le nombre de blessés. Volodymyr Zelensky a dit que le coût humain était juste terrifiant. Tant mieux qu'il en ait conscience. Mais le sacrifice est surtout un argument pour faire pression sur l'Occident. Il a besoin d'artillerie, il a besoin de munitions en urgence. Les Russes, eux, n'ont plus ce problème qui a miné les premiers jours de leur offensive. Dans le Donbass, ils sont proches de leurs frontières et de leurs bases logistiques. Leur arsenal paraît inépuisable, alors que les Ukrainiens sont à court d'obus et incapables de mener une contre-attaque. Conclusion, la guerre des villes va durer. La prochaine pourrait être Kherson, tout au sud. Les Russes finiront par s'imposer, mais ils ne régneront que sur des décombres. Merci beaucoup Vincent Hervouet.